Bonsoir à tous et bienvenue dans cette 7ème édition de Hit and Roll. Comme chaque semaine, nous allons faire un récap. Qu'est-ce que c'était que ça, soldat? Je veux de l'énergie, je veux de la foule, je veux de la passion. Chef, oui chef! Vous me ferez 50 pompes, tout de suite. Vous êtes sûr chef? Oui, misérable avorton. Je reviendrai vérifier toutes les 2 minutes. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette 7ème édition de Hit and Roll. Comme chaque semaine, nous allons faire un récap des derniers affrontements en Wargaming Gold League Europe. Vous présenterons une des équipes du tournoi, une interview exclusive et pour terminer, la plus belle bataille de la semaine. Toujours dans Hit and Roll. Ce soir, nous allons démarrer avec notre rubrique What's Up et un bref récap de la 7ème semaine de la Wargaming Gold League Europe, alors que la seconde Super Week fait rage. Nous embrayerons juste après avec les news et un point sur les différents événements de la semaine passée. Nous aurons ensuite dans le viseur les Ding, une équipe dotée d'un excellent niveau de jeu, mais aux résultats très inégaux. Toujours dans le viseur, j'aurai le plaisir d'interviewer BlaBlaPage pour nous présenter l'aspect bastion du jeu. Dans Tant qu'à faire, nous lancerons le nouveau concours de cette semaine. Enfin, nous clôturerons l'émission comme à notre habitude en compagnie de Pupa Jim avec le commentaire du meilleur replay de la semaine. Cette semaine est très importante pour toutes les équipes car il s'agit de la seconde Super Week qui prépare la dernière ligne droite de la saison, puisqu'il ne restera plus que 2 journées afin de déterminer les participants aux playoffs. Sur les 12 matchs qui se sont disputés, nous vous présenterons le top 5 des batailles de cette semaine. Le premier match est entre deux équipes jouant à des niveaux très différents. Oops a effectué un excellent début de saison et souhaite entrer dans le top 2 qui permet la qualification directe aux playoffs, tandis qu'Utopia veut rejoindre ce top 6 qu'elle n'a jamais atteint. Que ce soit sur mine ou sur step, Utopia montre une défense monstrueuse malgré un one-shot d'artillerie sur chaque carte. Oops tient le rythme sur mine grâce à un excellent contournement, mais sur step, en voulant aller chercher les chars isolés au sud, Oops n'arrive pas à annuler la capture grâce à un bon travail de Shoku sur Insane qui l'empêche de se déplacer librement. Sur Village Fantôme, Utopia tente une défense agressive qui échoue, mais les Oops n'arrivent pas à remonter au score malgré un travail monstrueux de leur artilleur qui effectue son 3e one-shot de la soirée. En effet, Oops n'arrive pas à initier de bons affrontements contre Utopia, et la plupart des mêlées sont en faveur des Polonais. En conséquence, il tente des pièges qui fonctionnent sur Himmelsdorf avec un piège à l'église au sud de la carte en défense, et le bait du RU en attaque protégé par ses coéquipiers. Ces 2 victoires donnent une chance à Oops, obligeant Utopia à jouer un tiebreaker sur Step, mais la défense des Polonais reste impénétrable sur cette carte, et leur permet d'enregistrer une victoire 5-4 très importante pour la fin de saison. Oops réussit tout de même à récupérer un point qui pourrait être très utile pour accrocher à la seconde place. Le second match est celui de la vérité pour Kaznakru. Ont-ils les armes pour aller chercher le top 2 ou bien s'inclineront-ils devant leurs adversaires? La réponse sera donnée lors du match contre Synergy, qui doit gagner pour espérer aller au playoff. Le Synergy réussit un très bon travail autour de son artillerie, qui permet progressivement de prendre l'avantage et de gagner leur attaque, mais rate leur défense principalement à cause d'une erreur de Crespix qui se dévoile en voulant détruire Isney. Kaznakru tente une attaque sur 3 fronts, mais échoue face à l'agressivité de Synergy. A l'inverse, Synergy reste classique avec leur attaque au village qui marche grâce à un manque de réussite sur les tirs des Kazna. Après leur nouvelle défaite en attaque, Kaznakru n'a plus le droit à l'erreur et force le plus violent des brawls qui, malgré une initiation à l'avantage de Synergy, tourne à l'avantage des Kazna avec l'arrivée de Stéphane dans un second temps, ce qui annule l'espoir de Synergy d'une victoire rapide. Malgré une déconnexion au pire des moments, Kaznakru choisit de rester défensif et cela permet à leurs adversaires de prendre de bons angles pour détruire les Kazna et de remporter la bataille 5-2. Kaznakru a montré de grandes faiblesses stratégiques et malgré leur victoire future 5-4 contre Penta plus tard dans la semaine, cette line-up ne convainc pas. Des 2 vainqueurs de ce début de semaine, un seul fera un sans faute. Synergy et Utopia s'affrontent dans le but d'accéder aux playoffs et de lutter pour le titre.
Après 2 défenses gagnées sur mine, Synergy rate complètement leur défense contre la capture de base d'Utopia. Ils compensent grâce à une attaque bien construite en allant chercher les chars lourds, mais Papa Wiyan effectue le hold-up de la semaine en effectuant un blunshot monstrueux permettant à Utopia de mener 3-1 avant d'aller sur Murovanka. Utopia tente un push en attaque qui sera inefficace et laisse l'opportunité à Synergy de revenir au score. Mais en voulant chasser un char, ils se font rouler dessus par le push adverse et donnent à Utopia 2 balles de match sur Himmelsdorf. Utopia était dans la même situation contre Oops et menait 4-2 avant d'arriver sur cette carte. Et comme contre Oops, ils perdent les 2 batailles sur Himmelsdorf, les obligeant à aller effectuer un nouveau tiebreaker, cette fois-ci sur Mine. Cette dernière bataille sera commentée par Pupajim et moi-même, donc je vous laisse le suspense du résultat. Pendant ce temps, Tornadorox continue son parcours, et après une victoire 5-2 contre Necrebrod, ils affrontent Out of Range, une équipe qui lutte pour éviter la phase de relégation. Tornadorox bloque face à la défense de Out of Range sur Winberg et sur Himmelsdorf, où ils trouvent trop tardivement la solution, et manquent de temps pour détruire leurs adversaires. Les Out of Range bloquent également sur Winberg, mais piègent complètement leurs adversaires sur la colline d'Himmelsdorf, et détruisent 2 chars sans perte, puis un 3e, juste en étant patients, ce qui leur permet d'initier un push inarrêtable et de prendre l'avantage 3-1. Sur mine, Tornadorox fait du classique avec une tentative de capture à l'ouest, qui finit par un carnage sur Out of Range. En attaque, ces derniers se concentrent au milieu de la carte, et grâce à des EK qui permet de prendre l'avantage, le contournement tenté par Tornadorox est inefficace, laissant à Out of Range 2 balles de match sur Prokhorovka. Les 2 équipes s'affrontent au centre de la carte, mais Out of Range contrôle l'ouest et oblige Tornadorox à aller à l'est en encaissant beaucoup trop de dégâts, et les Polonais n'ont plus qu'à finir les restes. Grosse contre-performance de Tornadorox qui perd 5-2 contre une équipe qu'ils auraient dû maîtriser facilement. Pour Out of Range, au contraire, l'espoir est à nouveau permis d'éviter le tournoi de relégation grâce à cette victoire surprenante. Le dernier match sera un affrontement de haut de tableau entre Ding et Wombat Tanks, 2 équipes luttant pour le top 2, synonyme de qualification directe aux playoffs. Sur mine, du fait d'un catch sur la colline, Ding est complètement bloqué et perd leur défense. Leur attaque n'est également pas concluante et permet à Wombat Tanks de mener 2-0, puis 3-1 après 2 défenses gagnantes sur Winberg. Wombat Tanks tente de capturer par surprise la base est sur Steppe, mais le replacement Ding est suffisamment rapide et bien effectué pour encercler leurs adversaires et les détruire assez facilement. Wombat Tanks tente alors un piège en défense, mais il se retourne complètement contre eux. Ding revient au score 3-3 avant d'aller sur Falaise. Chaque équipe tente des angles différents sur cette carte. Wombat joue plus sur la capture est et le contrôle du phare, tandis que Ding souhaite pousser à l'ouest, mais les défenses sont supérieures et c'est sur mine que la bataille va se décider. Ding tente un contournement, mais Wombat Tanks agit plus tôt et fonce sur leurs adversaires. Les médiums font leur travail, mais cela ne suffit pas par rapport aux dégâts déjà infligés par le push. L'initiative de Wombat Tanks a payé, et cette victoire 5-4 leur permet de rentrer à la seconde place avec un match de moins. Au classement, 4 équipes se tiennent de 2 points. Oops, Rox, Ding et Wombat Tanks vont lutter pour être dans le top 2, synonyme de qualification directe aux playoffs. Au classement, 4 équipes se tiennent de 2 points. Oops, Rox, Ding et Wombat Tanks vont lutter pour être dans le top 2, synonyme de qualification directe aux playoffs. La lutte est également rude pour la dernière place qualificative entre les équipes. Seules 3 équipes sont quasiment certaines de leur sort. Kaznaku ne sera pas dans le top 6, mais participera au tournoi de qualification pour les playoffs. Rusty Roster devra essayer de sauver sa place la saison prochaine dans le tournoi de relégation, sauf dans le cas d'un miracle de Strongsiema, toujours à 0 points, qui doit absolument remporter sans tiebreaker leurs 2 derniers matchs sous peine de relégation directe. Place maintenant aux news. Première nouvelle de la semaine, Wargaming sera présent au salon Vivre l'Histoire qui se tiendra du 12 au 14 février à Paris. Pour les fanatiques d'histoire, le salon sera l'occasion de découvrir World of Tanks sur PC ou PlayStation 4 et World of Warship sur PC. Si vous passez sur le salon, n'hésitez pas à faire un tour au stand Wargaming qui proposera des défis et la possibilité de repartir avec des goodies, sachant que certains contributeurs comme Wicott et Albert Richt ont déjà prévu de participer au stand Wargaming. Enfin, pour revenir sur la sortie du jeu sur PlayStation 4 la semaine dernière, on en sait maintenant beaucoup plus sur la nouvelle carte, Scorpion Pass, et les informations sont alléchantes.
En effet, la carte fait 1500 mètres de côté, alors que les plus grandes cartes du jeu sur PC ne font que 1000 mètres de côté, ce qui fait plus que doubler la surface de jeu. Par ailleurs, la carte est vraiment très jolie et offre des environnements très variés de canyons, villes et déserts qui donnent vraiment espoir que la carte sera portée sur PC un jour pour apporter un style de jeu différent et plus aéré. Ding fait partie des équipes assez récentes sur le circuit professionnel. Après une arrivée tonitruante en Silver League où ils ont écrasé la concurrence en remportant 19 victoires pour seulement 3 défaites, ils arrivent en Gold League lors de la première saison 2015-2016. Ils échouent à la 8ème place, synonyme de tournoi de relégation, mais en gagnant aisément contre ASAP, ils valident leur place pour la seconde saison. Ding fait partie des équipes pouvant accrocher les meilleurs, comme l'a montré leur victoire 5-4 contre Wombat Tanks lorsqu'ils s'appelaient encore Virtus Pro. Leur niveau de jeu est très élevé, voire supérieur à la majorité des équipes actuellement sur le circuit. Malheureusement, c'est aussi l'équipe la moins constante, capable de donner des points facilement en ne préparant pas assez ses actions, ou bien en étant un contretemps sur l'action en cours. En conséquence, cette équipe était vouée cette saison à jouer pour rentrer dans le top 6. Ils avaient les capacités individuelles pour cela, et après une saison en Gold League et peu de changements dans le reste effectif, cet objectif était amplement réalisable. En termes d'individualité, International fait partie des meilleurs joueurs du circuit actuellement. Ce joueur a fait partie des meilleures équipes, comme Denova ou GG Wellplayed. A chaque reprise, il était l'étoile de ses équipes, et cela ne change pas avec Ding, où ses performances individuelles sont toujours aussi impressionnantes, quel que soit le format. Actuellement à la 4ème place, cette équipe est toujours en position pour accrocher le top 2. Cependant, ce sera excessivement compliqué, car il leur faudrait un sans faute contre Kaznakru et Utopia pour obtenir la qualification directe aux playoffs. Il est temps maintenant de passer à l'interview de BlablaPage qui va nous présenter les spécificités du mode de jeu Bastion ainsi que ses activités dans ce cadre. Bonsoir BlablaPage et merci de nous avoir rejoints pour cette petite interview. Bonsoir. Donc du coup, est-ce que tu pourrais nous présenter ton rôle chez les Miami Sport, en particulier par rapport aux batailles de Bastion? Bah alors globalement, en tant que commandant suppléant, ancien commandant suprême, mon rôle actuellement c'est d'organiser pratiquement tout le temps des bastions, généralement des tiers 6, après on essaie de faire du tiers 8, le tiers 10, bon, ça dépend des jours et des humeurs des gens présents, c'est un peu plus compliqué à faire, principalement parce qu'il faut être 15. Donc en général, on tourne plus entre le T6 et le T8, c'est ce qui est principal, et puis c'est ce qui, par rapport aux retombées du bastion en termes d'influence pour la clan war, de ressources, de crédit, c'est globalement ce qui est le plus rentable de par, même si par le rapport temps gain final pour une partie tier 10, on fait 2 à 3 parties en tier 6. Sauf si ça campe. D'accord. Très bien. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous présenter un petit peu les particularités du mode Bastion par rapport à la clan war et puis les interactions entre les deux? Bah alors globalement, au final, c'est vrai que depuis la nouvelle map de Clan War, les différences elles sont assez minces, les formats de combat sont les mêmes. En Clan War, bon, maintenant on dirait qu'on les a plus, mais avant il y avait, enfin, ils se reviendront peut-être, les bonus de la touche 7 et 8 qu'on trouve aussi uniquement en Bastion tier 10, sauf qu'il y a un détail assez important, les bonus utilisés en Clan War n'ont rien à voir avec les bâtiments de Bastion. D'accord. Le format, c'était quoi déjà la question? Les interactions entre les deux et les différences. Et donc le bastion il permet de former les points d'influence. L'influence elle sert à quoi? Elle sert à monter en gold, le revenu en gold des territoires sur la map. Ça coûte assez cher, surtout à partir du niveau 5, donc au final il faut faire beaucoup de bastions pour ça. Et aussi à faire des enchères sur maintenant très peu de territoires. Peut-être que ça redeviendra assez, peut-être que le système évoluera la prochaine saison. Mais ça sert aussi donc pour pouvoir débarquer en dehors des territoires de débarquement, des zones de débarquement. Ce qui est quand même parfois assez pratique, mais là après ça dépend. Le premier soir ça peut coûter très cher, jusqu'à plus de 10 000 points d'influence. Après bon, quand tout le monde est sur map général, moins de 1000, souvent ça suffira. D'accord, très bien. Et donc du coup les objectifs du clan actuellement en Bastion, qu'est-ce que vous essayez de faire? Où est-ce que vous essayez de vous améliorer? Actuellement l'objectif c'est de farmer. Si on peut avoir 7 Chinois qui jouaient non-stop, ça serait parfait. D'accord, ok.
Un objectif simple, du coup, et clair. Est-ce que du coup tu aurais un souvenir marquant de Bastion euh, qui te, qui te reviendrait à l'esprit et que tu voudrais partager? Bah, actuellement, ce qui me marque beaucoup, hein, il y a deux choses qui me marquent en Bastion ces derniers temps et qui commencent à m'amuser. C'est l'IS-3. Le char est tellement un tier 9 au tier 8 que si on part pas avec du full IS-3, faut tellement tryhard pour combattre même comment dire, des petits clans mettons, même s'il y en avait qui avaient le PC éteint, on aurait tellement de mal à les battre tellement l'IS-3 est bon partout. Et la camp des Light Full Gold en tier 6. C'est une mode en ce moment, enfin, ça dépend un peu le tier 6. Autant le tier 8, je trouve, il est assez homogène quand on joue contre des clans. Les clans, en général, font à peu près toujours la même chose, ils sont en IS-3, après, est-ce qu'ils campent pas forcément, il y en a qui rush, il y en a qui sont plus poussifs, il y en a qui attendent, il y en a qui font la stratégie d'étoile, d'autres la stratégie de l'obèse en allant dans avec une case par char. Donc c'est un peu différent. Par contre, le tier 6, je le trouve plus hétérogène. Il y en a, je pense, plutôt petits clans. Ils sont plus avec des compos assez lourdes. Des fois, ils campent un peu, des fois, ils tentent de rusher. Ils savent pas trop quoi faire. Ce serait peut-être des clans qu'il faudrait guider pour progresser en tier 6. Après, il y a des clans plutôt moyens qui ont tendance à avoir du light. Généralement, Cromwell T37, c'est pratiquement ce qu'on croise le plus en tier 6. Vous avez Cromwell T37, avec ça, vous faites quasiment tout. Le type 64 est une très bonne alternative pour faire des sous. Et Louis est une très bonne alternative pour casser les rêves des pauvres gens en light en face. J'adore ce char. Tu m'étonnes, oui. Effectivement, oui, dans un Cromwell ou un T37, c'est one shot. 90% du temps. Sauf Ouais. le Cromwell, c'est un peu plus dur parce qu'il a quand même 50 points de vie au-dessus de l'alpha moyenne des AP, mais en Ouais. général, au pire, il se fait one shot par le light à côté de Louis. Oui, oui, il reste plus besoin de grand chose pour le terminer. Ok, bah c'est nickel. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter sur la Bastion? Bon, à la limite, on peut détailler à peu près, enfin, parler un peu des différents styles de jeu des adversaires. Ouais. Ouais, ce qu'on a le droit d'utiliser XVM. De... Parce qu'au final, je trouve que les gameplays des clans on peut tirer une moyenne globale par rapport à la couleur XVM de ceci, parce que je sais pas, j'ai tellement fait de passion de tier 6, au final, on connaît presque les placements en fonction de leur couleur, c'est assez bizarre. D'accord, ouais, bah c'est intéressant comme info. Par exemple, comme je disais, en général, les petits clans plutôt noirs, rouge, rouge vif, ils ont tendance à aller sur des lourds. Et d'un côté, je trouve que c'est un choix logique puisque le lourd est connu pour pardonner les erreurs. Et comme c'est des gens qui en général connaissent moins le jeu, c'est des chars qui iront mieux avec leur style, enfin, avec leurs lacunes pour compenser. Et en général, c'est des clans qui malgré tout arrivent parfois ils arrivent quand même à gagner. Donc après, des fois, ils campent, mais campent pas forcément. Et c'est toujours bien plus sympathique de trouver sur un clan de petits joueurs qui essaient de jouer parce que moi, ça montre ils ont une volonté d'apprendre là où d'autres n'essayent pas trop. Après, ça monte et vers le jaune et le vert, là on tombe majoritairement sur des compos full light. Et c'est soit des gens qui ont un gameplay très agressif, soit des gens qui campent à des endroits improbables à la gold contre des compos lourdes. Et ça c'est quelque chose qu'on comprend pas, qui est assez phénoménal. Après on commence à aller vers le bleu. Et là, en général, les compos changent un petit peu, on retourne sur un gameplay un peu agressif, on revoit quelques lourds apparaître, et après les violets, et là apparaissent les tiers 4 et les tiers 5, qu'on retrouve aussi chez les noirs qui partent avec des compos parfois un peu particulières. Donc c'est une tendance assez spéciale dans l'évolution des chars. En tier 8, là c'est un peu différent, où on a tendance à retrouver alors de noir à violet que de l'IS-3, et du T54 Lite. Avec ces chars-là, tous les petits clans, vous prenez ça, vous pouvez absolument tout faire, vous pouvez tout vous permettre. Vous prenez 7 IS-3, 3 T54 Lite, ça fait la rue Michel. C'est le tier 8. Ça se résume à ça. Ce qui est un peu triste. Mais bon, on croise quand même parfois des gens avec des compos un peu what the fuck. Bon, ouais, des fois des tier 7, des tier 6. Ou alors on prend tous des chars premium parce que bon, c'est toujours du bien le bastion tier 8 avec les sous. D'ailleurs, j'ai oublié d'en parler, alors pourtant c'est l'argument principal du bastion, c'est les crédits. Vous prenez un bonus crédit, vous prenez votre char premium et avec ça, fini les problèmes de green, d'achat de tier 10 ou quoi. Vous pourrez vraiment, je trouve que c'est devenu l'intérêt principal même d'avoir un clan. Le bastion pour les crédits. C'est vraiment ce qui est
c'est l'intérêt même du Bastion si vous faites pas de clan war, vraiment. C'est ça souvent conseillé à tout le monde qui veut des sous. Oui, puis c'est un bon moyen de découvrir une autre manière de jouer, enfin, potentiellement plus stratégique et puis plus sympa, avec vraiment toute une équipe de joueurs qui jouent ensemble et pas du bête FFA. Ouais, c'est plus coordonné, puis on peut s'amuser. Des fois, il reste un survivant, bah, qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, l'autre pousser à l'eau. Hein. C'est bon esprit, on aime bien. Ok, bah merci beaucoup pour ce témoignage des batailles en Bastion. Et puis bah, je te souhaite une bonne continuation dans ce mode de jeu. J'ai pas beaucoup parlé de tier 10, mais bon, on n'en fait pas beaucoup. Je peux pas dire de conneries, donc on va éviter. En général, limite, je peux quand même donner le conseil des chars principaux. En général, vous prenez un médium russe, un Batchat pour le spot. Niveau lourd, bon, il y a l'IS-7 et le T-110E5 qui, tant qu'il est buff comme ça, il fera parfaitement l'affaire. Et si vous êtes des gens qui suivent mes vidéos, vous le connaîtrez parfaitement. Le bon vieux rush à 1500 qui marche à la perfection. Par contre, il est indispensable de jouer la marche impériale pendant ce rush. Effectivement, ça marche mieux. Merci beaucoup. Place maintenant au concours. Une fois n'est pas coutume, le concours de cette émission est accessible à toutes les classes, puisqu'il récompensera celui ou celle d'entre vous qui réalisera le plus de points de décap de base. Les éventuelles égalités seront départagées par le nombre de points de cap, puis par le nombre de points de dégâts. Pour participer, il suffit de nous fournir le replay de votre partie. Il n'y a pas de limite de tiers, mais la partie devra avoir été jouée entre maintenant et mercredi prochain minuit. Et maintenant, pour clore cette émission, j'ai le plaisir de vous présenter le meilleur replay Gold League de la semaine en duo avec Pupa Jim. Il s'agit aujourd'hui de la partie de tiebreaker entre Utopia et Synergie. Bonsoir Pupa Jim et merci de nous avoir rejoints pour commenter ce petit replay. Bonsoir. Donc nous sommes en partie de tiebreaker entre les Synergies et les Utopia avec deux compos assez similaires quand même, avec deux lourds de chaque côté, un Batchat, des MED, donc beaucoup de TVP T5051, donc les Tchécoslovaques ont été adoptés en masse, et petite différence, donc chez Synergie on a une Arty de tier 8, alors que chez Utopia on a un RE 251, donc un petit light pour scouter. C'est ça, bah, après une petite nuance avec les Synergies qui ont pris des 113, c'est un char assez rapide, donc à mon avis ils veulent peut-être prendre la colline avec les 113 directement derrière les rochers pour stopper toute avancée des Utopiens. Ouais. Voilà, ça va se rentrer dans le lard tout de suite, hein, c'est un peu le style de la map quoi. Ouais, ouf, le bat a fait très cher, normal. Face au barillet de T50, 51 forcément, il fait pas trop le poids. C'est ça fait assez mal, je crois qu'il était toujours pas reload à mon avis, le Batchat. Donc... Ouais. Bon, il n'y a même pas possibilité de riposter. C'est ça. Bon, la colline elle est largement prise là de la part de Synergie. Et les V viennent seulement d'arriver, donc c'est là où on voit quand même la petite différence et l'intérêt peut-être que des 113 sur cette carte. C'est vrai que c'est un char qui est pas forcément aimé en FFA, mais qui est je le vois de temps en temps en format ESL, donc c'est assez drôle quoi. Ok. Déjà 2-0 pour Synergie. Ah, ils sont en train de bien pousser, il y a un V qui va tomber, voilà. C'est ça. Voilà, il y a énormément de PV de retard de la part de Utopia, et les chars en plus. Hop, le bat qui rame, c'est pas un meilleur réflexe santé. Il va pas trop laisser beaucoup de points de vie non plus. Ah, il se fait re-ramer. Ok, il sort son adversaire. Il va s'en sortir, voilà. Ah, le TVP qui arrive dans leur dos. Le RE qui s'occupe de l'arty. Ouais. Voilà, le TVP est foutu, il est en reload, donc... On va voir s'il arrive à être suffisamment rapide pour échapper au 113. Ouais. Un light et un TVP, ouais, on voit mal comment ils peuvent espérer tenir. Ça va être très compliqué de faire quelque chose. Ouais, quoi que ce soit. Okay. On voit quand même la suprématie du TVP par rapport au Batchat, hein. Il est quasiment... le Batchat est un peu boudé maintenant, quoi. Ouais. Ok. Ah bah ils ont réussi à remonter. C'est vrai que là... L'Heru a fait son taf, on va dire. Ouais, quand même. Hein. Il a vendu chèrement sa peau. Et d'ailleurs, elle est toujours pas prise, la peau. Il lui reste 25 points de vie, mais il s'accroche. Ouais, et il est en train. Ouais. Le TVP, il va prendre un tir dans le dos, mais
Ah non, même pas, bien le joué. Snapshot qui passait. Ouais. Ah, il doit être dégoûté en face. Ah, je pensais. Ah putain, le Ru. Le Ru aura bien fait perdre du temps Au 113, ouais. au 113, quoi. Et à mon avis, le TVP, là, en face des Utopia... non, pardon, des synergies, il aurait dû s'occuper du Ru, quoi. Enfin, aider son 113, là, qui perdait du temps pour rien, quoi. Mais c'est vrai que faire 2 combats 1 contre 1, c'est toujours beaucoup moins intéressant que faire... Bah, c'est ça, quoi. Un Il aurait combat à sorti deux le contre un. Ru, le 113 serait arrivé rapidement pour aider le TVP et aurait pris les coups pour lui. Et le TVP, derrière, a fini le... Enfin, c'est un peu une petite erreur de la part de Synergie, quoi. Ils auraient dû prendre leur temps parce qu'ils pensaient que c'était, à mon avis, à gagner, quoi. Et pas tant que ça, en fait. Bah ouais, c'est ça, à force de dire qu'elle est amplement gagnée, ils sont moins bien maintenant. Bon, ils ont quand même un bel avantage en nombre de points de vie, mais faire attention, quoi. Après, bon, c'est une map qui est assez petite, donc bon, niveau discret, enfin, niveau camo, ça va pas trop se jouer, quoi. Dès que TVP va tirer, il va être spot. Ouais, Là, à mon avis. Et tu vas être... Bah, non. même pas. En plus, il est dans la descente, donc il est pas trop en position de faire un snap. On dirait qu'il veut forcer la capture. Ouais. Ok. Bon, tire dans l'ouest, de chaque côté. Ouais, il a eu le réflexe de changer, de mettre de la paix, j'ai l'impression. Il a pas tiré de la hit. Il a bien fait, parce que vu tous les obstacles là, qui peuvent y avoir, Clairement. ce serait une mauvaise idée, Surtout vu le blindage en face, ça sert à rien. en plus. Ok, ah, Ah, ça va jouer à pas grand chose, hein, parce que là, s'il arrive 1211, ouais, je pense que le TVP a assez d'alpha dans son barillet de burst pour le finir. Alors là, ça coûtait très cher. attention. Ça, là, il est mal. Il va pouvoir mettre ses 2 obus, repartir. Il faut qu'il tienne le temps du reload. Il a réussi à égaliser le nombre de points de vie. À la rigueur, ce que devrait faire peut-être, mais après c'est hyper risqué, c'est mettre de la chute. Et c'est Ouais. quasiment sa seule façon de gagner à mon avis. Parce que là, en gros, À ce le stade, TVP peut se permettre de prendre un tir. Sauf sur une et HE finir. où c'est trop aléatoire. Ouais, c'est trop aléatoire, mais bon, Mais- là, c'est sa seule chance. Honnêtement, c'est sa seule chance. Ouais, parce que là, en 2 obus, il est mort et puis... C'est ça. Ouais. Il a raison de faire ça, de se mettre peut-être un peu plus en hold down ouais, surtout que le TVP dans son barillet de 3 coups, voilà, il lui en suffit d'en mettre 2. Il a un obus de rab en sécurité. C'est vraiment très très dur pour le 113 maintenant. Oula. Rien. Ah, il avait Ah. essayé de mettre de l'HE, bah voilà, bah, une très bonne idée. Bon, c'est Mais- pas passé, Mais ça se mais tentait. ça se tentait, ouais, exactement. Bah là, s'il avait eu le temps peut-être de viser un peu plus, il aurait dû peut-être se permettre de prendre, allez, 2 secondes de plus, 1 seconde de plus de focus. Ça serait peut-être passé, il y a encore. S'il avait fait un low roll, ça aurait été juste, quoi. Ah, ils et doivent on- être quand même sacrément dégoûtés là. Je pense, ouais. Je pense qu'ils ont été un peu trop rapides sur leur move et trop confiants. Trop confiants. Mais Bon. c'est ça, quoi. Bah, comme quoi, hein, face à des joueurs vraiment à ce niveau de jeu, hein, une partie jamais pliée. Après, ouais, je viens de voir, en fait, j'avais même pas vu qui c'était des Utopia, c'est Decha, donc que je considère comme étant l'un des meilleurs joueurs au monde. Il stream beaucoup, donc il est assez connu, on va dire, par la communauté. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant de voir ce joueur, que ce soit en FFA ou en ESL, il fait du café, quoi, on va dire. D'accord. Eh ben, ouais, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil à son stream. Et merci Pupa Jim d'avoir commenté ce replay avec moi. Pas de soucis. Allez, bonne soirée. Bonne soirée. Voilà, c'était le meilleur replay de la semaine, commenté avec la participation de Pupa Jim. Je vous laisse maintenant en compagnie de Kiefer avec un tutoriel consacré au maniement des chars moyens. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.